Oh, Monsieur le ministre, bonsoir. Quelle est votre réaction en voyant ce document de 1963? Eh bien, cette réaction est celle de la surprise, parce que je n'avais pas revu depuis lors, mais pas une surprise complète, parce que je savais que cette émission avait eu lieu, mais il y a une erreur à ce propos, c'est qu'elle n'est pas en 64, elle est en 63. Je viens de le dire en effet, oui. Et alors, c'est une erreur qui n'est pas sans importance, parce que Serge July dit dans son commentaire que cette émission de 64 aurait été impensable aujourd'hui. Et je dis même, cette émission de 63 aurait été impossible en 64. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a fait également une autre erreur. Il a dit... N'arrête pas. Oui, c'est de votre faute. Écoutez, je n'ai relevé 7 au passage, mais il n'y en a que 2 que je jeu, signale. C'est le jeu de cette erreur, mais je n'en signalerai que 2 dans une émission qui est d'ailleurs excellente, qui est très intéressante, avec d'excellents documents, et puis cette intelligence qui n'est pas étonnant. Non, pourquoi cette intervention est plus crédible en 63 et impossible en 64 selon vous? Je ne dis pas qu'elle est plus crédible, je dis qu'elle a eu lieu en 63, elle était possible à ce moment-là, elle ne l'était pas en 64. Pourquoi? Parce que contrairement à ce que dit Serge July, en 64, c'était l'ORTF, et en 63, c'était pas l'ORTF. Il dit, voilà ce que c'était que l'ORTF, c'est-à-dire la télévision napoléonienne. Mais pas du tout. Justement, entre les 2 dates, entre 63 et 64, il s'est produit un événement extrêmement important qui a changé beaucoup de choses. C'est le début de la décolonisation de la télévision. Ce qu'il ne dit pas dans son émission, c'est que de 1944, depuis la libération, jusqu'en 64, pendant 20 ans, le ministre chargé de l'information avait autorité sur la radio et la télévision. Et les choses vont même beaucoup plus loin qu'il ne dit, c'est-à-dire que l'emprise du gouvernement sur la radio et la télévision était telle que le journal télévisé se faisait dans le bureau du ministre, et à la fois le matin et le soir. Et donc ce n'est pas seulement une question de présentation, une question de formule, si on allait faire tel genre d'émission ou tel autre. C'était le contenu même des émissions. Qui était même que vous aviez une ligne directe avec le journal télévisé à cette époque. Les ministres de l'information avaient une ligne directe à cette époque. Et je peux même vous dire que quand j'ai pris mes fonctions, quand mon prédécesseur m'a passé les pouvoirs, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait une batterie de sonnettes sur le bureau, et ces sonnettes permettaient d'appeler, comme on appelle l'huissier, tous les directeurs de la télévision. Non, et donc c'était quelque chose qui a profondément changé depuis là, à cause de l'ORTF, parce que le statut de l'ORTF a substitué à l'autorité du ministre sur la télévision une simple tutelle technique. C'est-à-dire que j'ai passé la même chose que je voulais pour Renault, pour la SNCF. Le ministre qui a une tutelle technique, c'est pas lui qui décide des modèles de voitures ou de l'horaire des trains, c'est lui qui s'occupe du budget, des grands ensembles. Après c'est tout. Et entre-temps, il y avait eu un statut avec un conseil d'administration, dont la moitié seulement des membres appartenaient à l'État, enfin représentaient l'État, et puis un directeur général. Donc, selon vous, depuis 1964, la tutelle discrète ou pas de l'État sur l'information télévisée n'existe plus? Non, au contraire. L'autorité directe, absolue du gouvernement a été remplacée par une tutelle qui créait des distances. Alors, comme... C'était pas énorme quand même. Hein. Elle se sont un peu agrandie depuis. Si, parce que ça aurait été impensable justement en 64. La preuve d'ailleurs, c'est que en 63, j'avais commencé à installer des journaux télévisés régionaux, et en 64, après le statut de l'ORTF, j'ai voulu m'arrêter. Et alors là, le président de l'ORTF, M. Vladimir Dormesson, et le directeur général m'ont dit non, puisque vous avez commencé, il faut continuer, puisque ce sont des installations. C'était le contenant, ce n'était pas le contenu.
Et le contenu a cessé d'appartenir. Saint-Julie, pardonnez-moi, monsieur le ministre, vous avez donc monté cette émission, qui remonte dans le premier volet qu'on a vu ce soir, de 1934 jusqu'à environ 65-66. Non, si on est allé jusqu'à 81. 81, donc jusqu'à nos jours. Et puis ensuite, là, il y a une deuxième émission qui va de fait jusqu'à 86, mais qui est une émission basée sur un autre principe, puisque ce sont les émissions politiques. À partir de 65, c'est-à-dire surtout de l'élection présidentielle de 65, commencent des débats contradictoires à la télévision. Et donc, on a eu toute une série d'émissions. Il se trouve que ces émissions correspondent, il y a une scansion qui est donnée à chaque fois par chaque régime présidentiel. Chaque président a son style et impose d'une certaine manière, tout à fait indirectement, un style d'émission politique. Alors c'est un peu ce que raconte la deuxième émission. Si je peux me permettre, je voudrais vous dire quelque chose quand même. Parce que, voilà, on est quand même un drôle de pays quand même. Il a fallu une réforme en 58-59. Ensuite, il y a eu la réforme de 64. Ensuite, il y a eu la réforme de 68. Ensuite, il y a eu la réforme de 68. Il y a eu, on a un peu changé la loi. Il y a eu surtout la réforme de 74. Ensuite, il y a eu une réforme donc, avec l'arrivée de François Mitterrand. Et en 86, donc, comme on change de majorité, on fait encore une nouvelle réforme. C'est un curieux pays quand même, on n'arrête pas de réformer l'audiovisuel. Alors on peut dire que ça va plutôt dans le bon sens, mais qu'est-ce qui fait quand même qu'on ait cette maladie? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes trouvé dans la situation quand même d'être le rédacteur en chef de l'information télévisée en France? Mais la vraie question n'est pas de savoir pourquoi il y a eu plusieurs étapes ensuite, à partir de 64, à partir de la création de l'ORTF, qui instituait des distances entre le gouvernement et la télévision. La question est de savoir pourquoi il n'y en a pas eu jusque-là. Et alors, à la défense de mes prédécesseurs, puisque j'ai eu 32 prédécesseurs depuis la Libération, c'est-à-dire que j'étais le 33e, ils avaient deux excuses pour n'avoir pas essayé de changer de statut. Ce statut n'avait pas bougé, c'était toujours l'autorité absolue. Ils avaient deux excuses. La première, c'était qu'ils n'avaient pas le temps, ils valsaient trop vite, en moyenne 8 mois chacun, même sous la Ve République, d'ailleurs Malraux est resté 2 mois, Soustelle est resté 5 mois, etc. Et deuxièmement, il y avait la guerre. La France a été en guerre chaque année depuis la Libération, et un pays en guerre ne peut pas avoir une information aussi libérale qu'un pays en paix. C'est pas exact, mais prenez le cas de la télévision américaine qui a en particulier critiqué la politique de l'administration de Washington en ce qui concerne pendant tous les événements de la guerre. Et ils n'ont pas fait une réforme tous les ans, ils ont fait, il y a eu une... Évidemment, ils ont une télévision qui est totalement privée, mais il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ont dit que si... Qu'est-ce qui fait qu'on a... Vous nous racontez le mal français d'ailleurs, souvent très bien. Qu'est-ce qui fait qu'on ait cette maladie en ce qui concerne l'audiovisuel? Comment ça se fait qu'on ne se soit pas libéré? C'est notre origine colbertienne, et entre 1944 et 1962, je le dis, à la décharge de mes prédécesseurs, ils ne pouvaient pas faire mieux. Je trouve que vous êtes dur pour Guy Mollet. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Guy Mollet? Il essayait de soutenir le moral de la nation en face de la guerre d'Algérie, et par conséquent, il surveillait de près la télévision. Ah, mais c'était pas mieux, il y avait deux hommes politiques qu'on ne voyait pas entre la Libération et 1958, c'était De Gaulle et Thorez. Il y en avait deux qui étaient absolument proscrits. Alors entre 58 et 62, on a proscrit les autres. Donc alors je vous remercie. D'une certaine manière, il y a des excuses. Je vous remercie de dire une chose que vous n'avez pas dite dans votre émission, en tout cas dans celle que j'ai vue ce soir, c'est que en 1947, le président du Conseil, Paul Ramadier, a été chargé par le Conseil des ministres qui en avait délibéré sous la présidence de Vincent Auriol d'aller dire au général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises qu'il n'aurait plus accès aux ondes nationales. Et de 47 à 58, l'émission que vous montrez, c'est-à-dire la conférence de presse télévisée du 19 mai 1958, il a été absent. Jamais on n'est allé jusque-là, parce que, contrairement à ce que vous dites, en tout cas entre 64 et 65, il y a eu de nombreuses émissions contradictoires, puisqu'il y avait dans le statut de l'ORTF une disposition qui prévoyait qu'à la diligence du bureau des assemblées, il pouvait y avoir retransmission de toute émission politique. Et il y a eu retransmission des grands débats, avec un tiers pour l'opposition, un tiers pour la majorité, et un tiers pour le gouvernement. C'était la règle qu'on avait établie. Donc, il y a eu un début de décolonisation. Campagne de 65, oui. Et la campagne de 65, vous la présentez dans votre émission comme si c'était tout à coup la télévision qui avait fait éclater le monopole
de la télévision. Mais l'opposition a bénéficié tout simplement des dispositions que nous avions prises. Qui avait signé le décret organisant les choses? C'était De Gaulle, Pompidou, et c'est moi qui l'avais préparé. Et chacun avait 2 heures. Oui, mais enfin, quand même, on le voit d'ailleurs dans l'émission, le président Pompidou dit l'ORTF, c'est la voix de la France. L'évolution se fait très lentement, quand même. Est-ce que ça a totalement changé, ça, Julie, aujourd'hui, oui, à votre avis? je crois. Moi, je crois que d'abord, la télévision a contribué, je crois, à ça. On fait souvent le procès de la télévision, mais il faut dire à son crédit qu'elle a, je crois, joué un rôle considérable dans ce type de procédure de démocratisation. Il n'est pas pensable de faire, y compris le souvenir que rappelait Alain Berset tout à l'heure, mais de faire ce que faisait Napoléon. Napoléon, quand il y avait des articles qui ne lui plaisaient pas, il les réécrivait dans le Moniteur. Donc ça, ce n'est plus pensable. Je crois que la télévision y a contribué. Il y a eu les réformes successives. Aujourd'hui, je veux dire, je ne sais pas, mais enfin, ça s'est quand même amélioré. Je veux dire, le processus n'est pas totalement achevé. Il faut le dire, je crois. Le processus n'est pas achevé. Antenne 2 a invité Serge July et Télé-Libération à faire cette série d'émissions, alors que dans les 5 années précédentes, on n'avait pas demandé au Figaro et à Alain Peyrefitte d'en faire autant. Je ne crois pas que le Figaro fasse de télévision. Moi non plus, d'ailleurs. Pourquoi pas, nous l'aurions fait volontiers. Un dernier mot, si vous permettez. Une critique générale sur votre émission. Votre thèse, si je l'ai bien comprise, c'est de montrer que la forme compte plus que le fond. C'est que quelqu'un qui a une image agréable à la télévision gagne sur ceux qui ne l'ont pas. Et vous annoncez d'avance que De Gaulle va gagner parce qu'il a une bonne image, parce qu'il a compris la télévision. Giscard va gagner puisqu'il est plus fort que Mitterrand à la télévision en 1974, et Mitterrand va gagner en 1981. En fait, c'est beaucoup moins simple que ça. Et d'ailleurs, la meilleure réponse, la meilleure explication, c'est que le plus important de tous les discours du général de Gaulle, celui qui a eu les résultats les plus décisifs et les plus immédiats, et dont vous ne parlez pas, celui du 30 mai 68, il a été à la radio. Oui. Eh bien, vous savez pourquoi ? J'ai une thèse, mais si la télévision n'avait pas marché, mais en tout cas... Si, elle marchait très bien. Non, la télévision n'avait pas marché. Son intervention à la télévision n'avait pas marché. Donc, je ne sais pas du tout ça. Non, mais nous en parlerons une autre fois. Bon, mais je voulais simplement dire un mot, puisque c'est quand même le général de Gaulle qui le dit, c'est dans les Mémoires d'Espoir, en parlant d'une de ses interventions télévisées, c'est lui qui le dit. Ce soir, le spectacle paraît sur la scène universelle. Je crois que lui avait vraiment compris que c'était aussi des images. Je crois que c'est le mot de la fin. Et en tout cas, si le sujet vous intéresse, la semaine prochaine, à la même heure, la suite de cette télépolitique présentée donc par Serge July. Merci messieurs. Fin de cette édition.